On a le plaisir d'accueillir Audrey Simon. Donc là, alors cette fois-ci, je me suis assuré, c'est Audrey qui nous a envoyé la biographie, donc elle devrait être vraie, pertinente et actuelle. Désolé pour tout à l'heure. Donc Audrey est médecin vétérinaire et détient une maîtrise sur les méthodes de recherche en santé et environnement de l'Université Joseph Fourier à Grenoble, en France, ainsi que doctorat en épidémiologie de l'Université de Montréal. Dans le cadre de stage postdoctoral, elle a travaillé plusieurs années sur la problématique de la rage du renard en Nunavut. Présentement, elle est agente de recherche à l'Université de Montréal. Ses travaux portent sur les maladies de la faune d'importance pour la santé publique dans le nord du Québec et au Labrador. En parallèle de ses activités de recherche, Audrey est coordonnatrice de l'Observatoire multipartite québécois sur les zoonoses et l'adaptation au changement climatique, un observatoire qui a été créé dans le cadre du plan d'action 2013-2020 sur les changements climatiques et qui est mis en place par le ministère de la Santé et bien-être. Et puis, avant de te laisser la parole, je dois quand même souligner qu'au départ, on avait prévu inviter Patrick Layton, qui est donc le chercheur qui pilote le projet que l'Uranos finance en ce moment. Et puis c'était notre chercheur de son équipe, parce que Patrick était en année sabbatique à Saskatoon, je pense, qui devait le faire. Et finalement, il y a eu un empêchement de dernière minute, donc c'est vraiment, je crois, deux semaines de préavis que Audrey a accepté très gentiment de venir faire la présentation à la place de chercheur, donc c'est très apprécié, merci beaucoup. Et donc tu vas nous parler des changements climatiques et maladies infectieuses. Qu'en est-il de la rage du renard arctique? Merci Robert pour cette présentation. Bonjour à tous. Merci déjà pour m'avoir donné cette opportunité de vous présenter ces travaux. Donc là, on a vu dans la première partie une orientation avec Dominique, changement climatique et espèces du nord du Québec. Moi, je vais vous parler d'un autre type d'espèces, qu'on appelle des agents pathogènes. Donc les maladies infectieuses. Donc en fait, ma présentation sera un petit peu comme en deux parties. Je trouvais ça important de vous brosser un peu un portrait global de c'est quoi les maladies infectieuses, qu'est-ce qu'on appelle, qu'est-ce qu'on veut dire quand on parle d'émergence de maladies infectieuses, puis c'est quoi le lien avec les changements climatiques. Donc ça fait plus, c'est plus en lien avec mon poste en tant que co-coordonnatrice de l'Observatoire sur les zoonoses. Puis ensuite, dans une deuxième partie, je parlerai plus de la problématique finalement de la rage dans le nord du renard arctique. Donc, je voulais commencer ma présentation avec sur une petite note humoristique. En 2001, dans le magazine Science, il y a Thomas Elsner et Paul Ehrlich qui ont publié un papier New World Pathogen Strategy Disclosed. Dans cette publication, en fait, ils présentaient une lettre qu'ils avaient trouvée quelque part. Et cette lettre, en fait, c'était le discours présidentiel donné à une convention, à un congrès de l'Assemblée mondiale des microbes, des agents pathogènes, qui s'appelait Our Infective Future, the New Agenda. Et dans ce discours-là, le président Prion, qui est le président qui est responsable entre autres de la maladie de la vache folle, là, pour ceux qui sont familiers avec les prions, a annoncé dans le fond qu'il y a de profonds changements dans la biosphère puis dans la politique globale des microbes et qu'il encourageait finalement ses membres, les microbes, à changer un peu leur goût, leur tradition, parce qu'il s'en venait une espèce supradominante qui faisait un dîner très complet pour les microbes. Et c'est à cause de ce discours alarmiste pour l'humanité que les auteurs avaient décidé de publier cette lettre dans Science. Je ne vous lirai pas le discours en entier, mais juste quelques extraits croustillants. Donc, le président Prion mentionnait que la plupart des hôtes, globalement, il y avait un gros problème parce que la plupart des hôtes, finalement, des microbes, des hôtes naturels disparaissaient. Donc là, ça fait référence à la perte de biodiversité. Et heureusement, bien heureusement, il y a une espèce, Homo sapiens, qui d'habitude est peu abondante, mais qui là a subi un essor sans précédent et devient comme l'espèce dominante sur la Terre. Et donc le président Prion demandait à ses membres de se préparer, d'adopter une nouvelle politique, de changer leur goût, leur tradition, pour essayer de prendre avantage au maximum de cette nouvelle espèce qui était une addition non négligeable à leur menu quotidien.
Donc, il y avait des avantages nombreux à cette nouvelle politique. Effectivement, le président Tryon parlait d'une espèce en nombre très considérable, dont la majorité sont sous-nutries et immunodéficients, ce qui laissait la porte ouverte à l'infection par les microbes. En plus de ça, les individus de cette espèce sont habitués à voyager partout dans le monde et à trimballer avec eux leurs microbes, ce qui fournissait aux microbes de nouvelles opportunités d'expansion. En plus de ça, souvent les ressources médicales ne sont disponibles que pour quelques individus de cette espèce et ça laisse les autres sans ressources pour lutter contre les microbes. Ils ont une fois en plus raisonné en les antibiotiques, mais ils prennent pas du tout en compte le fait que nous, on a des capacités d'adaptation. Ça fait référence à tout ce qui est résistance aux antibiotiques. Et en plus de ça, ils ont une politique de changer le climat. Et ça, normalement, ça devrait nous favoriser finalement notre croissance à nous et enlever finalement les contraintes de nos limites géographiques. En conclusion, le président Tryon disait c'est un dîner gratuit pour vous tous, allez-y, l'humanité est là pour vous nourrir. Donc c'est sûr que les deux auteurs, Thomas Esner et Paul Ehrlich, ont comme publié cette fausse lettre ironique pour amuser leurs collègues, là, ça fait 17 années, mais ils ont aussi été capables d'expliquer en fait les causes écologiques de l'émergence des maladies infectieuses. Et c'est intéressant de voir que à l'aube du 21e siècle, on avait déjà une connaissance et une façon de communiquer finalement les causes d'émergence des maladies infectieuses. Et donc du coup, c'est ça, c'était quelque chose de relativement connu. Donc on parle surtout du fort essor de la population humaine, couplée avec une demande en ressources importante et aussi de l'histoire un peu globale de décisions politiques et sociales centrées sur un paradigme économique compétitif. Donc, sans plus attendre, on va rentrer dans la présentation. Donc là, c'est le plan, ça va être en 3 parties. On va revenir un petit peu sur ce concept d'émergence des maladies infectieuses, plus particulièrement des zoonoses que je définirai plus tard, puis le lien avec les changements globaux. Ensuite, dans une deuxième partie, je focuserai un peu plus sur les zoonoses au Québec et les changements climatiques. Et enfin, dans la troisième partie, on parlera des impacts des changements climatiques sur la rage du renard arctique en vous présentant les outils de modélisation et en vous expliquant en quoi ces outils de modélisation nous informent sur ces impacts-là. Et donc, je vous parlerai aussi du projet qu'on a avec Oranos là-dessus. Donc, émergence des maladies infectieuses, l'acronyme MIE, là, et changements globaux. Donc, sur ce graphique, publié en 2008, vous voyez, de 1940 à 2000, vous voyez le nombre d'épidémies humaines de maladies infectieuses émergentes. Fait que c'est sur 60 ans. Puis là, vous voyez que en noir, c'est le nombre d'épidémies de maladies infectieuses non zoonotiques. Puis en couleur, c'est zoonotique, sachant qu'une zoonose, on le définit comme une maladie ou une infection causée par des virus, des bactéries, des parasites, des fongies et des prions, qui se transmettent naturellement entre les animaux et les humains. Donc vous voyez déjà la courbe vraiment drastique là, de l'augmentation de ces épisodes d'épidémie. Et on considère qu'à peu près, il y a sur ce graphique, 335 maladies humaines qui ont émergé en 60 ans. Et sur ces 335 MIE, il y a 60% qui sont des zoonoses. Et d'ailleurs, d'après l'Organisation mondiale de la santé, ils prévoient que la prochaine pandémie humaine sera probablement due à une zoonose et que le principal suspect pourrait être la faune, dans le fond. Également intéressant de noter, c'est que en 60 ans, ces maladies infectieuses émergentes représentent à peu près un quart de la totalité des maladies infectieuses humaines connues aujourd'hui. Donc ça veut dire qu'en 60 ans, on a une augmentation dans un quart des maladies humaines connues. Donc c'est une évolution assez rapide sur un temps relativement court. Le phénomène d'émergence des zoonoses, donc on le situe à l'interface finalement entre trois groupes, les humains, les animaux de la faune, puis les animaux domestiques. Donc là sur ce schéma, en fait,
Il y a quelques exemples finalement de zoonoses dont on entend le plus parler là dans l'actualité à l'interface de ces trois groupes. Donc probablement que beaucoup d'entre vous ont entendu parler de la maladie de Lyme par exemple, qui profite finalement du réchauffement du climat pour remonter vers le nord, donc une maladie qui vient des États-Unis à l'origine. Le virus Ebola aussi, dit pathogène exotique, parce que dans le fond, il peut être introduit ici à travers justement les déplacements, les échanges internationaux, le transport aérien en particulier. Vous avez également ici la rage dont je vais parler plus tard. Il y a aussi la grippe aviaire aussi, dont on a entendu parler dans les médias il y a quelques années aussi beaucoup. Puis au niveau humain et animaux domestiques, on a ce qu'on appelle l'ESB, l'encéphalie spongiforme bovine, qui est causée par le prion, la maladie de la vache folle. Puis récemment aussi la maladie chronique débilitante des cervidés, pour ceux qui ont entendu les dernières actualités. Puis aussi Escherichia coli, qui est une bactérie qui est excrétée dans les fèces finalement souvent des animaux domestiques. Puis là, cette bactérie était responsable d'une des pires épidémies finalement au Canada due à une zoonose qu'on appelle zoonose hydrique, donc transmise par l'eau. Effectivement, au début des années 2000, il y a eu des orages très violents dans le sud de l'Ontario et une petite ville de Walkerton, dans le fond, qui a eu 7 résidents, je pense, qui sont décédés et plus de 5000 résidents qui sont tombés malades à cause de cette bactérie, parce que les pluies, finalement, ont lessivé les fumiers dans lesquels Escherichia coli était présent, ce qui a contaminé le puits, et le puits ensuite s'est déversé dans les eaux municipales, et c'est ça qui a provoqué finalement cette épidémie. Ici, vous avez ce qu'on appelle la triade épidémiologique dans mon jargon. Donc, c'est dans le fond le modèle traditionnel pour parler finalement, pour représenter les relations de cause à effet qui mènent à la maladie. Donc, dans cette triade épidémiologique, on a 3 groupes principaux. On a un agent pathogène, on a un hôte qui va être infecté par cet agent pathogène, et tout ça va se passer dans un certain environnement. Puis chacun de ces groupes peuvent être influencés par ce qu'on appelle les changements globaux. Donc, bien sûr, il y a les changements climatiques qui est comme le principal facteur qui agit au niveau de l'environnement, mais on a aussi toute l'urbanisation en fait aussi qui agit au niveau de l'environnement et qui peut favoriser finalement l'émergence de maladies. Au niveau de l'hôte, on a la mondialisation, donc le transport de personnes, de produits, d'animaux, qui vont effectivement déplacer aussi des agents pathogènes et permettre aux maladies d'émerger. L'augmentation démographique aussi des humains, donc pour un agent pathogène, la situation idéale, c'est quand il y a un maximum d'hôtes sensibles qui vivent ensemble à proximité, parce que pour la transmission, c'est un scénario idéal. Puis on a aussi tout le côté que j'ai voulu représenter avec cette image de nourriture, de changement de comportement alimentaire, avec développement de l'écotourisme, par exemple. Donc les gens qui vont s'exposer finalement à des nouvelles habitudes alimentaires, des nouvelles saveurs, puis qui vont du coup s'exposer aussi à des nouveaux agents pathogènes. Puis au niveau de l'agent, on a tout ce qui est mutation, adaptation aussi. Donc là, on a le cas de la résistance aux antibiotiques. Donc dans la deuxième partie, je vais vous parler un peu plus des zoonoses au Québec, puis des impacts des changements climatiques, de ce qu'on connaît, parce que finalement, vous allez voir qu'on connaît quand même peu de choses sur ce sujet. Donc au niveau de combien de zoonoses au Québec sont considérées comme importantes, on en a listé 32 dans le cadre des travaux de l'Observatoire. Donc elles sont listées ici par ordre alphabétique. Peut-être certaines effectivement avec lesquelles vous êtes peut-être plus familières là, comme effectivement il y a toujours la maladie de Lyme, mais il y a aussi le botulisme. Peut-être pour certains d'entre vous connaissez ça, la toxoplasmose aussi. Je sais qu'en France, beaucoup de monde qui connaissent cette maladie, c'est un petit peu moins. Je vous ai mis juste le petit astérix, en fait, c'est ce qu'on appelle des MADO.
c'est des maladies à déclaration obligatoire. Donc, ça veut dire que quand un médecin diagnostique une de ces maladies, c'est normalement le cas est rapporté dans le système de surveillance provinciale. Donc, ça veut dire aussi qu'on a des données, mais comme vous le voyez, c'est vraiment pas la majorité des zoonoses finalement d'importance au Québec qui sont des MADO. Puis, par zoonose d'importance, je veux dire par là importance en termes de santé publique, mais aussi zoonose d'importance en termes d'impact de changement climatique. Donc, ça veut dire des zoonoses finalement qui sont susceptibles d'être en augmentation du fait des changements climatiques. La majorité de ce qu'on connaît sur les impacts des changements climatiques sur les zoonoses au Québec, c'est sur les zoonoses qu'on appelle vectorielles, c'est-à-dire des zoonoses qui sont transmises par des vecteurs, donc principalement des moustiques puis des tiques. Donc là, effectivement, vous connaissez probablement la maladie de Lyme. Donc la majorité des travaux actuellement au Québec et au Canada se font sur cette zoonose-là. Puis là, vous avez un exercice de modélisation climatique qui a été fait par le docteur Ogden au début des années 2000 pour modéliser finalement l'expansion géographique des tiques qui, dans le cadre de la maladie de Lyme, son petit nom c'est Ixodes scapularis à la tique, puis c'est elle qui est vectrice finalement de la bactérie Borrelia burgdorferi qui est responsable de la maladie de Lyme. Puis là, on a une modélisation des années 2000 à 2080. Puis vous avez les niveaux de risque en termes de présence finalement de la tique vectrice, avec le rouge à plus haut risque jusqu'au risque faible en vert. Puis en gris aussi, c'est ce qu'on appelle Risk of Burr-borne Ticks, parce que les tiques parasitent les oiseaux. Et c'est aussi un mécanisme d'introduction dans un territoire donné, quand les tiques sont sur les oiseaux, puis ensuite sont transportées dans d'autres territoires, puis elles tombent finalement dans un certain environnement. Donc on s'entend que il y a des environnements qui vont leur permettre de compléter leur cycle, qui est assez complexe, puis d'autres, elles ne seront pas capables de le compléter, mais elles sont quand même présentes le temps de leur vie dans cet environnement-là. Donc, je voulais juste mentionner en présentant ce travaux sur la maladie de Lyme. Il y a aussi d'autres travaux sur d'autres maladies vectorielles, notamment transmises par les moustiques comme le virus du Nil occidental. Mais globalement, sur les zoonoses, on manque vraiment de données, en fait, de connaissances sur l'impact des changements climatiques. Également, tout ce qui est, du coup, vulnérabilité du Québec aux zoonoses, étant donné qu'on n'a pas un portrait très précis de l'exposition, de la sensibilité, même des capacités d'adaptation qui ne sont pas forcément recensées de façon systématique et globale, effectivement, en termes de vulnérabilité du Québec aux zoonoses, il y a aussi un gros point d'interrogation. Et je voudrais, par contre, en termes d'adaptation, je voudrais vous présenter une des stratégies qui a été mise en place avec le PAC, le plan d'action contre les changements climatiques, et dont je suis la co-coordonnatrice. Donc, c'est l'Observatoire multipartite québécois sur les zoonoses et l'adaptation au changement climatique. Donc, c'est un observatoire qui a vu le jour en 2015 et dont le principal mandat est de voir venir les problématiques de zoonose au Québec dans le but de s'adapter au changement climatique en soutenant la gestion des risques en termes de surveillance, prévention, contrôle et recherche sur les zoonoses. Donc ça, c'est un observatoire qui est non hiérarchique, donc une structure horizontale, multisectorielle, multi-organisationnelle. Donc on a autant des organisations en santé animale qu'en santé humaine. Puis c'est, je pense, ça qui fait aussi la force de cet observatoire, c'est de faire travailler les gens en santé humaine et en santé animale ensemble. Puis il y a toute la sphère des décideurs de politique publique, donc tous les organisations clés dans le dossier zoonose, mais aussi tout le secteur expertise avec des recherches, des chercheurs dans plusieurs volets. Puis en ce moment, on est en train justement de développer un outil d'évaluation des vulnérabilités aux zoonoses dans le contexte des changements climatiques, en se basant principalement sur le document qui avait été développé par l'Organisation mondiale de la santé pour l'évaluation des vulnérabilités dues au changement climatique.
Dans nos membres, on a plusieurs liens avec Ouranos dans le cadre de cet observatoire. On a donc une personne d'Ouranos dans le programme Scénario et Services climatiques qui est membre de l'observatoire. Puis inversement, on a un membre à l'observatoire côté santé publique qui est nouvellement membre du programme santé d'Ouranos. Un des premiers travaux de l'Observatoire, ça a été de prioriser les zoonoses, parce que je vous en ai montré 32, ben ça fait beaucoup, on ne peut pas travailler sur les 32 zoonoses en même temps. Donc, on s'est lancé dans un exercice de priorisation avec d'aide à la décision multicritère. Donc, ça nous a pris un an à développer cet outil, puis à sortir finalement une liste de zoonoses jugées prioritaires au Québec, surtout du fait de l'influence potentielle des changements climatiques sur ces zoonoses-là. Donc là, vous avez la liste des 9 premières zoonoses qui sortaient. Donc on a la maladie de Lyme là, qui ressort toujours bien sûr, le virus du Nil occidental en premier qui est une maladie vectorielle transmise par les moustiques. Puis on a la rage sur lequel je vais plus parler dans la suite de mon exposé. Donc on est arrivé à la rage du renard. C'est quoi la problématique de la rage au Québec? On peut dire que ben déjà là vous avez les principaux animaux qu'on appelle des animaux des hôtes réservoirs, donc ils sont capables d'entretenir finalement le virus de la rage dans leur population, donc les hôtes naturels un peu du virus. Donc plusieurs animaux présents au Québec, puis je vous dirais qu'on parle de la rage, mais on pourrait parler des rages, parce qu'il y a différentes souches de virus, différents variants, qui vont vraiment être spécifiques d'une espèce et qui vont circuler dans cette espèce. Donc on a la rage de la chauve-souris, qui est considérée comme présente partout au Québec. D'ailleurs, le dernier cas de rage au Québec remonte aux années 2000. C'est une enfant finalement qui s'est fait mordre par une chauve-souris puis qui est décédée de la rage, qui est une maladie mortelle à 100%. Sinon, on a la rage du raton laveur. Là, vous avez la carte. Normalement, la rage du raton laveur, ben, c'est pas normalement, mais il y en a pas au Québec. Par contre, la rage du raton laveur est présente dans l'État de New York, puis au Vermont, et occasionnellement, puis la première fois que c'est arrivé, c'était en 2006, mais il y a des ratons laveurs qui connaissent pas les frontières, là, qui vont se promener du côté du Québec, puis on a découvert un premier cas de rage chez le raton en 2006. Donc là, il y a eu tout un plan, un comité scientifique qui a été mis en place et puis aussi plein d'actions finalement pour contrôler finalement cette bande passante là, donc des opérations de vaccination, de dépopulation. Ça a fait créer beaucoup d'émoi, l'île de Montréal n'étant pas très très loin. Mais aujourd'hui, cette année, l'année dernière, il n'y a pas eu de cas de ratons laveurs qui ont traversé la frontière. Il y a toujours une surveillance continue sur la zone frontière, mais le dernier cas remontait à 2015, je pense que c'est celui-là, 2015 dans ici à Akwesasne, c'est ça, c'est comme à cheval entre l'Ontario et le Québec, ça c'était le dernier cas de rage chez le raton. Puis pour ce qui est de notre renard, il n'y a pas de rage du renard dans le sud du Québec. Par contre, on considère que dans le nord du Québec, la Jamésie, le Nunavik, la maladie est présente de façon continue. La rage du renard arctique, en fait, son hôte, comme je vous le disais, naturel, c'est le renard arctique. On considère que la distribution du virus suit la distribution de son hôte, donc est circumpolaire. Le renard roux est sensible aussi au virus. S'il va être infecté, il va aussi devenir rabique, mais on se pose encore des questions s'il est capable vraiment d'agir comme un hôte naturel dans le fond pour ce virus-là. Puis ici, sur ce graphique, vous avez de 1980 à 2012 le nombre de cas de rage en Alaska, donc cumulé en Alaska, au Groenland puis au Canada. Puis ça, je voulais vous le montrer pour vous indiquer que finalement les épidémies de rage sont assez cycliques dans l'Arctique. Donc il va y avoir des années où il y en a très peu, puis d'autres ça va faire des pics. Puis ici, vous avez la série temporelle pour le Québec et le Labrador. Donc là, vous avez en très plein la série pour le Québec de 86 à 2012, puis en pointillé la série du Labrador. Puis ce qui est intéressant à noter, c'est que on voit une synchronicité aussi au niveau des cas, entre les cas de rage au Nunavik qu'on aperçoit à travers
la surveillance, puis les cas de rage au Labrador. Puis ça, pour vous l'illustrer de façon un peu plus dynamique, je vous ai mis une carte, il y a une petite animation là, je vais partir. Donc ça, c'est tous les cas de rage finalement qui sont soumis à travers le système de surveillance. Donc c'est l'Agence canadienne d'inspection des aliments qui analyse ces cas de rage. Donc c'est pour l'année 99-2003 qui était 4 années finalement où on voyait finalement des épidémies de rage du Nunavik qui descendait vers le Labrador. Puis le point blanc, c'est un cas de rage chez le renard arctique. Vous verrez aussi des points orange. Ça, c'est les cas de rage chez le renard roux. Puis ensuite, les points verts, c'est les cas de rage chez les chiens. Donc ça va rejouer, mais c'était juste pour vous illustrer que le fait que souvent les cas de rage arrivent dans le nord du Nunavik, du côté de Salouit, puis vont descendre en fait jusqu'au Labrador. C'était ça le petit lac qu'on voyait. Puis même jusqu'à Terre-Neuve pour certaines épidémies. Au niveau de la santé publique, c'est sûr que le principal mécanisme d'exposition de l'homme, c'est souvent à travers les chiens. Les chiens vont être en liberté, vont avoir des contacts avec des renards rabiques, vont être affectés, et ensuite avec des contacts avec les humains. Donc traditionnellement, c'est plus une morsure, mais ça peut être aussi via la salive. Donc c'est pas forcément que le chien est agressif. Et plus particulièrement, le risque pour les enfants qui ont souvent des contacts avec des chiots, des chiens non vaccinés, mais aussi à travers les activités de trappe aussi, avec justement la salive. Si jamais la personne qui écorche le renard a une incision aussi, le virus peut rentrer à travers la coupure. Donc, en termes de santé publique, il n'y a jamais eu de cas de rage au Nunavik documenté, malgré le fait que le virus est présent continuellement dans les populations de renards et qu'on a des cas aussi chez les chiens quasiment presque à chaque année. Donc, le risque est continu. Le coût des traitements aussi, comme Dominique disait, c'est pas seulement en termes logistiques pour la disponibilité des traitements, mais c'est aussi des traitements qui coûtent très cher. Donc, la santé publique ne prend pas de chance. S'il y a quelqu'un dans le Nord qui s'est fait mordre, il sera traité, puis ces traitements coûtent cher. Puis aussi, tout ce qui est risque d'introduction dans le Sud. La rage du renard est localisée ici, mais dans les années 50, il y a eu des conditions particulières qui ont fait qu'il y a des renards qui sont arrivés dans le Sud. Ce n'étaient pas des renards arctiques, c'était des renards roux, et qui ont permis finalement à la rage de coloniser certains territoires dans le Sud. Et le Québec s'en est débarrassé assez rapidement avec des campagnes de vaccination notamment, mais il y a un territoire dans le sud de l'Ontario qui, depuis les années 50, est aux prises avec la rage. Le virus est installé dans ces populations de renards roux, puis ensuite de moufettes. Et c'est très coûteux, mais dans ce territoire, la rage est présente tout le temps. Donc, les principales questions en santé publique qui dirigent un peu nos travaux dans le groupe de recherche dans lequel j'appartiens, c'est des problématiques de santé publique parce qu'on travaille beaucoup avec la santé publique. Donc, on veut savoir c'est quand aura lieu la prochaine épidémie de rage, c'est quoi le risque de débordement de la rage vers le sud, donc d'incursion du virus vers le sud. C'est quoi la meilleure stratégie pour le contrôle de la rage? Puis enfin, c'est quoi les impacts des changements climatiques sur les épidémies de rage? À quoi est-ce qu'on doit s'attendre dans les années futures? Donc pour répondre à ces questions, on a commencé avec un projet de modélisation de la rage du renard arctique, un modèle temporel relativement simple. Et avant de rentrer dans les questions d'impact de changement climatique, c'est important de savoir comment est-ce que le virus se transmet finalement dans une population de renards, puis ensuite de voir dans un deuxième temps ce serait quoi les impacts des changements climatiques sur cette transmission-là. Donc notre question principale, c'était comment le virus de la rage peut persister dans des populations de renards arctiques de relativement faible densité. Parce que je vous explique la problématique, la rage, on dit que c'est une maladie de densité dépendante. Plus vous allez avoir d'individus dans un endroit, plus le virus va très bien se transmettre. Par contre, si les individus, la population est très peu dense, le renard infecté, avant de mourir, va avoir plus de difficultés à transmettre le virus à un autre renard. Donc, d'autres travaux de modélisation ont montré que pour que la rage persiste, le virus de la rage persiste dans des populations de renards roux, donc c'est principalement des travaux en Europe, ça prenait des populations qui étaient au moins égales à 1 renard par kilomètre carré en termes de densité.
Il se trouve que les populations de renards arctiques sont en dessous de ces densités. C'est de là qu'est venue la question comment est-ce que la rage peut persister dans des populations aussi faibles en densité. Nos hypothèses, c'était, bon, ok, ça peut être un virus particulier, une souche particulière, donc interaction avec son hôte particulière qui fait qu'ils arrivent quand même à persister dans les populations. Est-ce que la mobilité des renards, on sait que le renard arctique est une espèce qui est capable de faire des grands déplacements, parfois des milliers de kilomètres, avec des processus d'immigration, de connexion entre différentes populations. Donc, est-ce que ça pourrait expliquer la connexion entre les populations, que ça persiste au niveau global? La présence du renard roux qui augmente la quantité de renards aussi dans le nord de plus en plus, avec les populations augmentées de renards roux. Est-ce que les cycles de lemmings sont incriminés? Le renard arctique, certaines populations sont très dépendantes des populations de lemmings qui subissent des fluctuations dans le temps. Donc, est-ce que ça pourrait expliquer une dynamique de maladie qui explique la persistance? Sachant que les trois derniers facteurs, mobilité, présence du renard roux et cycle lemming, sont des facteurs qui sont influencés par les changements climatiques. Influencés par les changements climatiques, juste une diapo pour vous montrer un peu les hypothèses puis de travail en fait sur les impacts des changements climatiques. Ici, vous avez donc le renard arctique. Ici, pour qu'il y ait des épidémies de rage, ça prend des contacts entre des individus pour que le virus puisse se transmettre. Ces contacts-là sont favorisés quand il y a des densités importantes de renards, mais aussi quand il y a des mouvements avec un renard rabique qui, en se déplaçant, peut infecter d'autres renards. Et également, tout ce qui est compétition, interaction avec le renard roux, là, ça va favoriser les contacts. Ensuite, de ça, les mouvements pour les contacts, avec les changements climatiques, comme disait Dominique, on s'attend à une diminution de la glace de mer, puis les renards arctiques utilisent beaucoup la glace de mer pour se déplacer. Donc, on s'attendra à une diminution, finalement, des déplacements des renards arctiques. Par rapport au renard roux, étant donné que le renard roux augmente finalement son aire de répartition vers le nord, ça pourrait favoriser les contacts avec les renards arctiques. Au niveau des lemmings, vous avez aussi, basé sur une revue de littérature, un petit peu tout ce qui pourrait affecter en termes climatiques l'abondance des lemmings, qui sont une des proies principales des renards arctiques, donc qui influence la densité des renards arctiques. Donc des hivers froids avec des événements de freezing rains là, qui sont dommageables finalement pour les lemmings, également la profondeur de la neige, puis la durée aussi du couvert neigeux, sachant que le couvert neigeux est vraiment crucial dans le fond pour cette espèce lemming. Donc tout ça, l'hypothèse, c'est que diminution des dépassements, expansion du renard roux, modification des cycles de lemmings, ça va influencer finalement au final les dynamiques de rage dans les populations de renards arctiques, puis ça va changer possiblement l'exposition humaine à la rage. Donc la question principale, je vous le rappelle, c'était comment le virus de la rage peut persister dans des populations de renards arctiques de faible densité. On a fait un modèle à équation différentielle, compartimentale, que je ne rentrerai pas dans les détails là-dessus, mais ça modélise tous les différents processus infectieux. Donc pour passer d'un renard dit susceptible, donc sensible à la maladie, à exposé, c'est-à-dire il vient d'être infecté par le virus, puis ensuite il va soit devenir infectieux, c'est-à-dire capable de transmettre le virus, ou bien résistant, parce que certaines études qui suggèrent qu'il y a certains renards quand même qui pourraient résister à l'infection et développer une certaine immunité. Puis on a mis en lien le compartiment renard arctique avec le compartiment renard roux pour simuler les échanges entre les espèces. Nos principaux résultats, c'est que avec on avait comme deux types de populations, une population à faible densité et une population à relativement haute densité. Ce qu'on a remarqué, c'est que effectivement la rage ne peut pas persister dans les populations à relativement faible densité de renards arctiques, mais peut persister dans les autres populations avec des plus fortes densités, seulement sous certaines conditions. Et c'est ces conditions, je vais vous les mentionner sur cette diapo. Donc, ce qu'on appelait relativement faible densité, par rapport à la littérature, c'était tout ce qui était population inférieure ou égale à 0,15 renards par kilomètre carré. Et ça, on n'a rien pu faire. On a eu beau optimiser tous les paramètres qu'on connaissait dans la modélisation, on n'a pas pu faire persister la rage dans ces populations. Par contre, dans une population à 0,3 renards par kilomètre carré, on a été capable de faire persister la rage, mais ça prenait
une haute mobilité, en fait. Il fallait vraiment que les individus dans notre population se déplacent vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup pour être capables de faire persister la rage dans la population. Également, on observait quand on mettait un facteur immigration de renards infectés, un facteur d'immigration, on remarquait que ça ne faisait pas persister la rage dans ces populations à faible densité. Par contre, ça faisait des épidémies comme sporadiques dans ces populations. Ça, c'est vraiment soutenu dans la littérature avec des populations comme au Svalbard, par exemple, où on observe effectivement des épidémies sporadiques de rage à des fréquences d'intervalles plus ou moins régulières. Versus d'autres populations, on voit plus comme une cyclicité, donc disons une maladie qui serait là de façon continue puis qui générerait des pics finalement dans les cas de rage. La présence du renard roux. Donc là, vous avez sur ce graphique, en rouge, le nombre de renards arctiques infectés par kilomètre carré, puis en noir, le nombre de renards roux infectés par kilomètre carré. Puis le graphique du haut versus celui du bas, en fait, on a fait varier le taux de transmission entre les deux espèces, renard arctique et renard roux. En haut, vous avez un système où il n'y a que du renard arctique, zéro connexion avec le renard roux. Au milieu, c'est une faible connexion au niveau de la transmission avec le renard roux. Puis en bas, c'est une forte connexion entre les deux populations. Puis là, on voit que au niveau des épidémies de rage qui sont représentées par ces pics en rouge, ça régularise dans le fond les épidémies de rage, puis surtout ça les rend plus intenses finalement. La présence du renard rouge. Au niveau des lemmings, quand on joue sur le degré de cyclicité d'une population de renards à cause des lemmings, donc toujours en haut, vous avez zéro cyclicité, donc les renards ne dépendent pas sur la ressource des lemmings qui est cyclique, ils ont d'autres sources de nourriture plus continues. Vous avez au milieu une légère cyclicité et en bas une forte cyclicité, donc des populations vraiment, la proie principale c'est le lemming. Le lemming, ça fait des cycles, fait que les renards vont suivre les cycles aussi. Puis là, vous voyez, là il faut regarder la courbe rouge, vous voyez que les cycles finalement de lemming, qu'est-ce que ça fait sur les épidémies de rage? Ça les rend moins régulières. Là, vous voyez ici, là on a une régularité finalement dans les épidémies de rage sur le graphique du milieu, puis en dessous, des épidémies plus irrégulières, moins fréquentes globalement, mais aussi plus intenses avec des pics qui sont plus hauts. Donc ça déstabilise un peu ces épidémies. Donc pour reprendre juste notre cadre conceptuel de départ, donc on voit bien que ces travaux de modélisation, ces premiers travaux de modélisation semblent aller dans le sens où oui, les dynamiques de rage chez le renard arctique vont probablement être influencés par les changements climatiques à travers la mobilité. Donc on a trouvé que ça permettait la persistance de la rage, mais si vous enlevez la glace de mer, vous diminuez les mouvements. Donc est-ce que ça ne va pas provoquer finalement moins de transmission dans la population de renards arctiques parce qu'ils ont moins possibilité de se contacter à travers la glace de mer? Également la présence de renards roux qui crée des épidémies plus intenses. Donc, est-ce qu'avec la présence du renard roux, on ne va pas voir également des épidémies de rage plus intenses? Puis, au niveau des cycles de lemmings, en ajoutant les lemmings, là, on a des épidémies de rage moins régulières, moins fréquentes et plus intenses. Mais si les changements climatiques déstabilisent les cycles de lemmings puis qu'on n'a plus de cycle du tout, peut-être que les épidémies de rage seront plus constantes, en fait, plus régulières. J'en viens enfin en dernière partie sur le projet qu'on est en train de mener avec Ouranos là, depuis 2016. Le titre c'est Modeling the Future of Arctic Fox Rabies Dynamics and Associated Risk Management. Et dans le fond, par rapport au précédent travail de modélisation, ce qu'apporte surtout ce projet, c'est que comme je vous l'ai mentionné, la modélisation était temporelle. C'est un modèle qui ne prenait pas du tout en compte le spatial. Sauf qu'on l'a vu dans cette présentation, les déplacements de renards arctiques pourraient être vraiment importants pour les dynamiques de rage au Nunavik. Donc, il était important de développer un modèle finalement qui prenne en compte le spatial.
Et donc, les objectifs du projet Uranos, c'était d'identifier les facteurs qui influençaient l'écologie de la rage du renard arctique, le passé, le présent, le futur, dans le nord du Québec et au Labrador, évaluer aussi les risques d'incursion vers le sud, et fournir enfin un cadre pour l'évaluation des stratégies de surveillance et de contrôle de la rage. Donc le point central de ce projet, c'est le développement d'un modèle épidémiologique, donc spatio-temporel, couplé finalement à des données climatiques. Donc voici le modèle qu'on est en train de développer, qu'on appelle ARM, Arctic Rabies Model, qui vient d'un modèle finalement qui a été utilisé beaucoup pour la rage du raton laveur au Québec. Donc il y a eu tout un travail d'adapter ce modèle espèce raton laveur à espèce renard. Donc c'est le travail de PhD d'Agathe Alibert, sous la direction de Patrick Layton. Puis là, dans le fond, vous avez une image de la structure du modèle. Donc vous voyez que le modèle est séparé en petites cellules octogonales. Et dans le fond, chaque cellule octogonale est une unité de simulation qui simule le déplacement de chaque individu, en fait le comportement de chaque individu. Reproduction, natalité, mortalité, mouvement. Donc, on appelle ça un modèle à base d'agents spatialement explicites d'épidémie de rage. Puis, on intègre dans ce modèle tout ce qui est mouvement des renards, puis aussi les barrières géographiques qui pourraient faire que certains renards ne pourraient pas aller d'une cellule à une autre en fonction d'éléments géographiques. Et également, ce modèle est très puissant parce qu'il permet aussi de simuler des stratégies de contrôle. Fait que vous pouvez simuler faire des simulations avec, par exemple, je décide de vacciner mes renards, donc de les rendre résistants dans cette région. Qu'est-ce que ça fait finalement sur les épidémies de rage, sur la transmission de la rage dans le territoire? Donc pour l'instant, comme je vous le disais tantôt, on en est vraiment à adapter le modèle aux espèces renards. Puis c'est important aussi de mentionner, il y a deux postdocs et un stagiaire qui travaillent actuellement sur ça. Donc il y a deux éléments. Le premier élément, c'est d'adapter le modèle au renard. Ça c'est finalisé. Puis l'autre élément, c'est d'intégrer la deuxième espèce renard roux si on veut simuler les incursions du virus du nord vers le sud. Donc ça, c'est le travail de postdoc de 8 mois. Puis on a Olivia Tardy, postdoc, qui a travaillé en collaboration avec l'équipe de Dominique Berthaud, Sandra Lay, sur les mouvements, en fait, parce que l'idée, c'était d'intégrer les mouvements dans le modèle, des mouvements réalistes qui venaient de données de terrain. Donc on a travaillé sur les mouvements au niveau de l'île Bilot. En fait, il y avait des données GPS, fait que Sandra et Olivia ont travaillé ensemble. Et donc là, pour l'instant, on en est à mettre en place les différents types de mouvements pour recherche de nourriture, retour à la tanière des renards arctiques dans le modèle pour être capable de bien simuler finalement nos épidémies de rage. Puis, juste pour finir la présentation, je voulais aussi faire un lien avec tout ce qui était adaptation, parce que ça fait partie aussi du projet d'Uranos en termes de c'est quoi les stratégies finalement de contrôle qu'on pourrait mettre en place au Nunavik basées sur les travaux de modélisation. Là, vous avez une sortie du modèle finalement en termes de c'est quoi le nombre de cadrages simulés par le modèle. Ça, c'est une simulation très préliminaire en fait. Juste c'était pour vous montrer un exemple de résultats qu'on pouvait obtenir. Donc là, vous avez le nombre de cadrages avec les gradients de couleur en fait dans chaque cellule qui simule une mini population de renards. Puis on pourrait imaginer utiliser ces résultats de modélisation comme pour mettre au point des stratégies adaptées à différentes échelles, locales, régionales et nationales. Locales, par exemple, c'est sûr que quand on commence à avoir un nombre de cas prédits important dans une région, on peut faire des avertissements aux habitants de la région. On peut mettre aussi en place des programmes de vaccination. C'est un défi, mais ça pourrait se faire aussi comme on fait avec les ratons laveurs, là, des appâts vaccinaux qu'on répartit un petit peu dans l'environnement, puis ensuite que l'animal sauvage va consommer pour s'immuniser. Également en termes de préparation de santé publique, puis aussi
Au niveau régional, ben, on pourrait, il y a un programme de prévention de la rage en ce moment au niveau régional au Nunavik. Ben, on pourrait optimiser ce programme-là en fonction des outputs de simulation. Puis, de façon plus globale, au niveau de la province en général, ben ça, c'est tout ce qui est prévention des risques d'incursion vers le sud. Donc, faire des programmes de surveillance ciblés. Par exemple, il y a le ministère de la Faune qui, en ce moment, évalue la nécessité de mettre en place un système de surveillance dans ce qu'ils appellent les zones intermédiaires, donc entre là où il y a la rage puis là où il n'y a pas la rage. Donc, ça pourrait être aussi une avenue. Donc bien sûr, ben, c'est ça, on essaie de voir aussi en termes de décideurs et des communautés pour essayer de cibler un peu c'est quoi leurs besoins en termes de, c'est quoi vous avez besoin de savoir en termes d'épidémie de rage dans votre village, dans votre région ou au niveau de la province. Puis je termine cette présentation par une invitation. Donc si le sujet sur les vulnérabilités aux zoonoses, qui est un sujet assez nouveau et qu'on va explorer dans le cadre des journées annuelles de santé publique du Québec qui a lieu à Montréal le 4 décembre. Donc je vous invite à notre journée thématique que l'Observatoire organise dans le fond sur vulnérabilité régionale aux zoonoses vers une adaptation au changement climatique dans les municipalités. L'idée de cette journée, c'était vraiment de faire s'asseoir ensemble les gens intéressés par les zoonoses, les gens de santé publique, puis les gens des municipalités pour instaurer un dialogue en fait, puis essayer de voir comment est-ce qu'on peut travailler avec les zoonoses dans les cadres des plans d'adaptation au changement climatique au niveau municipal. Donc journée ambitieuse, mais je pense qu'il va être très intéressant. Il doit rester quelques places pour ceux qui sont intéressés. Voilà, ben, je voulais remercier tout d'abord Patrick Layton, qui est comme l'investigateur principal en fait des différents projets dont je vous ai parlé sur la rage, puis l'équipe scientifique aussi de la faculté, puis il y a aussi beaucoup de collaborateurs de différentes organisations, universités, Ouranos bien sûr sur les différents projets. Puis en termes de soutien financier aussi, comme disait Dominique, là c'est un patchwork aussi de financement en fait pour mener à bien ces projets là, surtout le projet, le financement d'Arcticnet, mais aussi au niveau provincial du ministère de la Santé en fait et des services sociaux qui finance nos travaux depuis le début en fait. C'est ça, je vous remercie de votre attention, puis j'espère que ça n'a pas été trop dur de 11h à midi d'avoir tout ce stock présenté. Merci. Merci beaucoup. Merci pour